Les amis, les KT, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour parler des premières informations officielles concernant le chapitre 14 de Boruto True Blue Vortex. Bien sûr, si vous souhaitez encore plus d'informations en complément de cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. En attendant, découvrons déjà les premières informations de ce futur chapitre. On commence avec la preview à la fin du chapitre 13 pour le chapitre 14. La renaissance de Hidari, un nouveau Shinju humain, la capture de Boruto, le pire des futurs pourra-t-il être évité? Avec cette preview, une première page du chapitre 14 nous a été dévoilée, puisqu'on peut voir Sakura en train de vérifier les signes vitaux d'Inojin ayant été sauvé auparavant par le personnage d'Imawari grâce à la puissance de Kurama. Et il y a des choses à dire, des choses qui s'annoncent prometteuses concernant la suite de l'œuvre de Boruto True Blue Vortex. Le retour de Sakura dans le chapitre 14, est-ce que ça pourrait signifier le retour de l'ancienne génération, une certaine utilité qui pourrait être apportée à la nouvelle génération? Ça, on va en parler dans quelques minutes. On va se concentrer d'abord sur les points précédents évoqués dans la preview, notamment on va commencer par la renaissance de Hidari. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce retour? Clairement, on sait que Boruto et Sarada, quand ils combinent leurs forces, ils sont capables de vaincre Hidari. Mais attention, il faut aussi prendre en compte comment il a été vaincu. Hidari ne semblait pas maîtriser toutes ses capacités, du moins il n'avait pas cette soif de connaissance sur la maîtrise des pouvoirs qu'il possédait, en lien avec notamment les pouvoirs de Sasuke. Donc il y a ce côté surprise dont a été victime Hidari face à Boruto et Sarada. Ensuite, il y a aussi la surprise de l'adversité qu'il y a face à lui. Le niveau de Boruto assimilé au niveau de Sarada. Hidari ne pouvait strictement rien faire. Là, on parle tout simplement d'expérience. Évidemment, Boruto et Sarada, par rapport à leur capacité, il y a nettement plus d'expérience que Hidari, qui vient à peine d'être créé, de naître, si on peut dire ça comme ça. Le retour de Hidari est plutôt positif pour l'évolution d'un personnage. Bien entendu, Sarada Uchiwa. Hidari, en étant vaincu par Boruto et Sarada, au final, ça enlevait la capacité, la possibilité à Sarada de pouvoir évoluer avec les enjeux qu'il y avait autour de Hidari. On l'a vu et on le sait désormais, en battant Hidari, ils peuvent retrouver la possibilité, cette chance de pouvoir libérer Sasuke de sa prison. Mais pour ça, il faudra à nouveau tuer Hidari, qui a été ramené à la vie par Jura. Sarada, il y a de fortes chances qu'elle se retrouve toute seule face à Hidari, puisque Boruto sera occupé face à d'autres adversaires, peut-être Jura ou encore un autre ennemi. Donc Sarada contre Hidari, c'est un combat qui va arriver, c'est sûr et certain. Il y a tellement de choses à développer. Je l'ai dit, il y a les enjeux autour de la libération de Sasuke. Il y a moyen de montrer une Sarada encore plus responsable qui va évoluer et qui va surtout prendre conscience qu'elle a développé le Mangaku Sharingan. On pourra découvrir les nouvelles facultés de cette pupille avec Sarada face à Hidari. Ce qui est sûr avec Sarada, par rapport au fait qu'elle va utiliser prochainement le Mangaku Sharingan et le maîtriser, c'est qu'on va arriver sur un premier step-up. Évidemment, une fois qu'elle va maîtriser le Mangaku Sharingan, l'évolution de Sarada va prendre un autre tournant. Elle va évoluer dans le sens du Mangaku Sharingan, débloquant aussi de nouvelles facultés, comme par exemple le Susanoo qui pourrait arriver. Mais n'oubliez pas que pour atteindre le Susanoo, il y a aussi d'autres conditions à obtenir. Mais ça passe déjà par l'obtention du Mangaku Sharingan. On a vu tout ça dans Naruto et Naruto Shippuden surtout. Donc pour Sarada, on pourrait suivre le même schéma. Mais ce qui pourrait être intéressant concernant son développement, c'est qu'elle soit une Uchiwa avec une évolution, certes, sur les mêmes bases, mais qui diffère par rapport à ses prédécesseurs. Ça pourrait rendre une Sarada unique en son genre et la différencier des autres Uchiwa, pour vraiment se dire qu'elle est particulière, qu'elle a un vrai don concernant ses compétences. La question que je me pose aussi, c'est l'adversité face à Sarada. Alors, Hidari représente pas mal de choses. Les enjeux, des émotions, par rapport à Sasuke, par rapport à l'histoire de Sarada. Mais quel est le véritable niveau d'Hidari? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé du manque d'expérience d'Hidari, du manque de pratique pour pouvoir être capable de défier Boruto et Sarada réunis. Alors là, face à Sarada, je pense qu'Hidari sera dans une position de favori et que Sarada sera dans une position, du coup, d'outsider. Sarada devra donc se surpasser pour pouvoir battre Hidari. Mais quelle échelle de puissance représente vraiment Hidari? On sait qu'il est en dessous de Jura, mais par rapport aux autres Shinju, notamment Matsuri et l'alter ego de Bug, est-ce qu'il est vraiment au-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une classe d'écart, ou alors est-ce que son niveau est plutôt similaire par rapport aux autres? Je pense que le niveau d'Hidari est un niveau comparable à son alter ego Sasuke du coup. Clairement, Jura
a le niveau similaire à un Jigen, voire même à un Ishiki Otsutsuki, puisqu'on sait que Jigen, quand Ishiki était à l'intérieur, le niveau était bridé. Donc je pense que le niveau des Shinju correspond au niveau des personnes qui ont été emprisonnées, leur alter ego. Puisqu'on parle des Shinju, restons sur ce sujet-là avec ce nouveau Shinju qui nous a été teasé à la fin du chapitre 13 et aussi au tout début du chapitre 13 avec les visions du futur de Kashin Koji. Est-ce que ce futur Shinju sera l'alter ego de Shinki? Au vu des prédictions et au vu de ce qui nous a été montré dans le chapitre 13, la probabilité est plutôt forte. Alors, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'avais évoqué. Pour moi, c'est l'alter ego de Shinki. Et ce serait plutôt une bonne nouvelle, disons-le, parce que clairement, la menace qui nous est présentée, la menace des Shinju, c'est une menace qui est censée toucher tout le monde de Shinobi et le monde tout court. Le problème, et on l'a clairement vu sur les chapitres précédents, on a l'impression que cette menace ne touche que Konoha, alors que c'est censé être beaucoup plus grand. Le fait qu'on voit potentiellement l'alter ego de Shinki avec ce Shinju, ça nous dit clairement que le village de Suna et d'autres pays ont été touchés par ces Shinju par rapport aux actions de code à l'origine. Ce qui veut dire que la menace ne touche pas que Konoha, elle touche aussi l'extérieur. De plus, un adversaire tel que l'alter ego de Shinki, ça offre pas mal de possibilités et ça nous fait comprendre les différents teasings qu'on avait eus dans l'anime. Souvenez-vous, il y avait eu une petite altercation entre Kawaki et Shinki à un moment donné. C'est l'occasion idéale pour le manga de nous proposer un combat Kawaki contre l'alter ego de Shinki. Et en parallèle, on pourrait avoir Boruto contre Joa. Comme ça, tous les protagonistes, ou les protagonistes plutôt gris, je pense à Kawaki, qui tend vers un rôle d'antagoniste par moment, tous les personnages importants auront des adversaires à leur hauteur. Après, on peut aussi avoir, pourquoi pas, l'alter ego de Shinki contre Boruto. Il y a plein de possibilités à faire, parce que il est vrai que dans l'anime, on nous a déjà montré un combat Shinki contre Boruto. Mais on nous l'a déjà montré, alors qu'un combat entre Kawaki et l'alter ego de Shinki, ça nous a tout simplement été teasé. Donc on aimerait en avoir un petit peu plus, ce qui pourrait être tout aussi intéressant. J'ai évoqué il y a quelques instants le personnage de Boruto qui pourrait affronter ce Shinju. Pour l'instant, Boruto il est dans une situation plutôt compliquée. À la fin du chapitre 13, on l'a vu, il a été capturé par les shinobi de Konoha et notamment Konohamaru. Donc là, Boruto, il ne peut rien faire, sachant qu'il est aussi blessé, mais il devrait être soigné. Alors, il est clair que Boruto, il n'est pas non plus totalement démuni de moyens. Il peut être secouru par Kashin Koji qui pourrait prendre la décision de sauver Boruto, parce que les deux connaissent la vérité sur un avenir tragique qui pourrait arriver. Donc, dans l'intérêt de Kashin Koji, c'est que Boruto ne se retrouve pas dans une situation où il ne pourrait rien faire, surtout que Boruto, il pourrait se faire tuer par Jura. Il y a aussi le rôle de Shikamaru, qui peut être très important. Shikamaru, qui ne connaît pas toute la vérité. Il sait qu'il y a quelque chose de bizarre autour de Boruto et Kawaki, en lien avec l'omnipotence d'Eda. Mais il ne sait rien de ce qu'il pourrait arriver sur les différentes versions du futur qu'a vu Kashin Koji. Dans tous les cas, Shikamaru, s'il arrive à se souvenir de ce qui s'est passé entre Boruto et Kawaki, car souvenez-vous, l'omnipotence fait toujours effet. Il est possible que Shikamaru ait oublié sa discussion avec Boruto. Mais si ce n'est pas le cas, il y a fort à parier que Shikamaru pourrait aider Boruto à s'enfuir, ou du moins le laisser libre, mais surveiller à Konoha pour que Boruto puisse servir à la défense de Konoha et protéger le monde de Shinobi. Évidemment, une décision comme ça ou semblable pourrait amener de la tension au sein du village, parce que certains se diraient que ce n'est pas normal qu'on garde Boruto en liberté alors qu'il a soi-disant tué Naruto. Et il y en a un qui ne serait absolument pas d'accord concernant la décision de Shikamaru, c'est bien entendu Kawaki. Kawaki pourrait totalement vriller en voyant que Boruto, malgré tout ce qu'il a perdu, malgré l'effet de l'omnipotence, il peut encore faire ce qu'il veut. Kawaki pourrait donc franchir une certaine ligne rouge en faisant des actions néfastes à l'égard de Konoha, en voulant s'en prendre à Boruto, car son objectif n'a pas changé. Il veut tuer Boruto car il le considère comme une menace, ayant Momoshiki à l'intérieur de lui. On va maintenant parler du personnage de Sakura avec cette page qui a leak. Sakura qui est en train d'analyser le corps d'Inojin qui a été sauvé in extremis par les capacités d'Imawari, ou plutôt les capacités de Kurama. Et Sakura est elle-même étonnée de voir qu'Inojin a pu survivre grâce à l'intervention d'Imawari. On va pas revenir sur les capacités d'Imawari mélangées à la puissance de Kurama, on va s'intéresser à la présence de Sakura. Et déjà la première question, que fait Sakura dans cette page-là? Alors, oui, elle est en train de soigner Inojin, mais que faisait-elle surtout avant? Elle appartient à une génération de talentueux shinobi, elle est
très puissante et on ne l'a absolument pas vue sur le champ de bataille. J'espère qu'on ne va pas nous expliquer que Sakura a été reléguée que sur le plan médical et qu'elle est restée en arrière pour s'assurer de soigner les blessés. Je veux dire, il y a d'autres ninjas médecins qui sont compétents pour avoir ce rôle-là. Je pense que Sakura, sur un champ de bataille, ça reste tout de même plus utile. Et des médecins sur le front, c'est clairement possible. On a vu ça aussi dans Naruto Shippuden avec le rôle de Sakura, justement. Donc, il faudra nous justifier pourquoi on n'a pas vu l'ancienne génération, là représentée par Sakura, pourquoi elle n'est pas intervenue, tout comme les autres. Par exemple, où est Kakashi, où est Rock Lee, où est même d'autres personnages comme Kiba, Shoji, où sont-ils passés? Pourquoi on ne les a pas vus? Ça aurait été intéressant d'avoir une seule page où on les voit peut-être même se faire défoncer, mais au moins on aurait vu leur présence. Et ça aurait donné de l'importance à ce qu'a fait la nouvelle génération, c'est-à-dire repousser les Shinju, ce que n'a pas fait l'ancienne génération. Mais ça, on ne l'a pas vu, donc on ne peut même pas le supposer. Néanmoins, si on voit Sakura dès le chapitre 14, on peut espérer voir d'autres personnages. Le truc, c'est que si on part dans cette direction de nous montrer l'ancienne génération, ça va amener du positif, c'est certain. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que le nouveau Shinju qui nous était présenté était potentiellement Shinki, donc une menace qui touche tout le monde de Shinobi. Là, si on voit l'ancienne génération avec Sakura, c'est une menace qui touche toutes les générations. Donc encore une fois, on augmente cette dangerosité de ce que représentent les Shinju. Le problème aussi, c'est que si, comme je l'ai dit, on relègue l'ancienne génération à des rôles secondaires mineurs alors qu'ils peuvent occuper bien plus, ça va se retourner en défaut. Tu vas perdre en intensité. Tu vas te dire que la nouvelle génération va être en charge que des nouvelles menaces, alors que l'ancienne génération pourrait clairement s'en occuper. Pourquoi ils ne le font pas? Alors oui, il y a des tâches secondaires, il y a des postes clés qu'occupe l'ancienne génération, mais ça ne justifie pas leur retrait par rapport aux différents combats. Ça n'a aucune logique. Je veux dire, Shikamaru qui reste en arrière parce que c'est un stratège, on a vu Shikamaru être stratège pendant un combat, ça marche très bien. Et comme je l'ai dit pour Sakura, on ne peut pas la reléguer que sur le plan médical. Elle est capable de servir sur le front avec ses compétences en tant que shinobi, mais aussi en tant que médecin. Il y a aussi le personnage d'Ino qui est capable de soigner. Et pourtant, on l'a vu bien plus que Sakura. Alors c'est vrai qu'elle était reléguée au second plan, mais la présence d'Ino, ça ne justifie pas pourquoi Sakura, on ne la voit pas à côté. On peut très bien mettre les deux au même niveau. Il y a aussi des personnages qui sont entre les deux générations et qu'on ne voit absolument pas. C'est incompréhensible. On a la génération de Boruto et on a la génération de Sakura, parce que je place la génération de Kakashi encore après. Mais entre la génération de Sakura et Boruto, on a des personnages comme Konohamaru. Alors je pense que lui, on va le voir briller face à Matsuri, mais des personnages comme Mirai, la fille d'Asuma, qui a été pris en charge par Shikamaru, ça aurait été intéressant de la voir. Il y avait quelque chose à développer par rapport à sa relation vis-à-vis de Shikamaru et de son héritage. On loupe vraiment des points clés scénaristiques sur le développement de certains personnages qui pourraient rendre encore plus touchante et complète l'histoire de Boruto Tube Blue Vortex. Alors, le manga a pour objectif d'aller droit au but. L'anime fera peut-être le travail de complément comme il a commencé à le faire avec la première partie, mais il est vrai que le manga pourrait aborder quelques pages sur certains aspects secondaires pour justement rendre encore plus crédibles les aspects principaux. En tout cas, je vous invite à donner votre avis par rapport aux informations que j'ai pu vous transmettre et donner votre avis par rapport aux éléments que j'ai évoqués. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.